Bonjour. Donc, je suis Camille Geoffrey, je suis praticien hospitalier en chirurgie à l'Institut Paul-Ekelmet de Marseille. Et je remercie beaucoup l'ASFAR et Vifor de m'avoir invité aujourd'hui pour vous parler de la place de la RAC et de la préhabilitation dans le domaine de la chirurgie oncologique. Donc, si on peut lancer le PowerPoint. Donc, en chirurgie oncologique, on a affaire à des malades qui ont un parcours de soins souvent émaillé de plusieurs étapes qui vont aller du diagnostic jusqu'à la chirurgie et qui vont souvent comprendre un temps de traitement néoadjuvant avant une réévaluation en vue de la chirurgie. On distingue donc plusieurs étapes, la phase préopératoire dans laquelle la préhabilitation aura son rôle, la phase périopératoire au cours de laquelle on parlera plutôt de réhabilitation améliorée après chirurgie, l'ensemble de ces préparations visant à amener le malade à un retour à ses traitements oncologiques prévus, qu'on appelle le RIOT, dans un délai raisonnable et dans un état général conservé. La RAC, qu'est-ce que c'est? Donc je sais que je m'adresse à une population d'anesthésistes et vous devez connaître ça bien mieux que moi. Vous savez que ce n'est pas une question de temps, ce n'est pas une récupération rapide, ce n'est pas une récupération accélérée, c'est une récupération améliorée. C'est des parcours qui sont centrés plutôt sur la qualité de la prise en charge et non sur la rapidité de retour à domicile, même si la réduction des DMS va être un des effets secondaires bénéfiques d'un programme RAC, mais ce n'est pas l'objectif premier. Quels sont les objectifs donc d'un programme RAC? C'est de réduire la morbidité périopératoire et de permettre aux malades de retourner plus vite, mais surtout dans un meilleur état général à sa qualité de vie antérieure. Ceci se fait par une standardisation des procédures qui vise à limiter la variabilité entre les équipes. Et comme je vous le disais, la réduction de la DMS n'est finalement qu'une conséquence de ces programmes. Donc, je rappelle vite une notion que vous devez bien connaître. Donc, un malade, quand on le diagnostique dans le cas d'une pathologie cancéreuse, il a un statut fonctionnel de base qui, dès le début, dès l'annonce, et d'autant plus dans le cadre de traitement néoadjuvant, va subir une altération assez rapide qui va mener à une altération de l'état général au moment de la chirurgie, souvent relativement marquée. Puis la chirurgie elle-même, par ses impacts négatifs en termes de stress périopératoire, etc., va encore faire chuter le malade par rapport à son statut fonctionnel. Et la pente à remonter pour pouvoir rentrer à domicile dans un état général va être d'autant plus longue. Le principe de la réhabilitation améliorée, il est donc avant et pendant l'opération, c'est-à-dire essayer d'amener le malade au temps de sa chirurgie dans un état général relativement conservé en faisant de la préhabilitation, on va le revoir, essayer de diminuer l'impact du stress opératoire pour diminuer l'impact négatif de la chirurgie, donc faire descendre moins bas le statut fonctionnel en post-op immédiat, le faire remonter plus vite pour espérer le faire retourner plus vite à son état antérieur ou tout du moins un état qui s'en rapproche. Alors, on a beaucoup parlé au début de la RAC d'un binôme chirurgien-anesthésiste. En réalité, c'est un vrai travail d'équipe. C'est déjà surtout un trinôme parce que le patient est un acteur essentiel de ce parcours. Mais ça repose aussi essentiellement sur les équipes soignantes et dans le cadre de centres qui peuvent en disposer, c'est une vraie chance, sur des infirmiers coordinateurs dédiés. Donc vous connaissez le principe d'un programme RAC, il y a 3 temps. Il y a un temps préopératoire, un temps péropératoire et un temps post-opératoire. Alors rapidement, le préopératoire, ça va reposer beaucoup sur l'information des malades et de leurs familles, sur l'équilibration des traitements, des comorbidités, et là, le PBM va prendre sa place, et sur un jeûne limité et une limitation de tout ce qui est préparation digestive. En péropératoire, nous, chirurgiens, on s'astreint essentiellement à faire de la chirurgie mini-invasive autant que possible et à limiter tout ce qui est drain, sonde. Et c'est vous, anesthésiste, qui avez pour le coup à ce moment-là un rôle capital avec une limitation avec une épargne morphinique, avec une limitation du remplissage, etc. Et en post-opératoire, ça va être une mobilisation précoce, l'ablation de tout ce qui cloue le malade au lit, les drains, les sondes, les perfusions, et une reprise très précoce de l'alimentation. Donc quand on parle de RAC, on a la notion de compliance en tête toujours parce que la compliance, on sait que c'est un élément clé de la réussite d'un protocole RAC. Donc sur cette étude qui était... Alors la plupart des études RAC, vous le savez, enfin en tout cas les anciennes, sont dans le domaine de la chirurgie colorectale ou de la chirurgie digestive en général. Donc sur cette étude de 2016, on voit que en général un programme RAC, ça tourne autour de 20-23 items, que plus plus le nombre, plus gros est le pourcentage d'items respectés, plus sûr va être la réussite du programme RAC. Comment ça se passe? Donc vous voyez sur cette courbe rouge le taux de complications post-opératoires qui va chuter petit à petit
avec l'augmentation de la compliance et le succès de la RAC, qui est défini dans cette étude, mais c'est une définition qui peut être discutée, par une sortie avant 4 jours et pas de complications à J30 et pas de réadmission, qui augmente, et on retient comme un cut-off de 80% pour dire que le programme RAC va réussir à 80% de compliance. La compliance a peut-être aussi un impact sur la survie, donc sur ce travail aussi également de chirurgie colorectale. En chirurgie ouverte, on mettait en évidence une survie spécifique, globale et spécifique, qui était significativement différente chez les patients qui avaient plus ou moins de 70% de compliance. Et quand on s'intéresse en multivarié aux facteurs impactant la survie, on retrouve l'absence d'excès d'apport liquidien et une reprise à J0 de l'alimentation, qui étaient donc les 2 éléments de la compliance en lien avec une amélioration de la survie. Pour ce qui est de mon domaine, donc la chirurgie onco-gynéco, on a travaillé au tout début de notre protocole RAC sur l'impact de l'implémentation de ce programme en comparant 100 patientes avant, 100 patientes après. On était dans un domaine classique de gynécologie avec des cancers de l'endomètre, de l'ovaire, du col et d'autres lésions borderline, avec pas tellement de différence donc avant-après sur les voies d'abord, ni sur les procédures qui avaient été réalisées. Donc qu'est-ce qu'on voit ? On voit que grâce à la réhabilitation améliorée après chirurgie, on a pu diminuer d'une demi-journée la durée médiane de séjour, et c'est d'autant plus vrai en chirurgie mini-invasive, puisque là, la réduction était d'une journée. Donc on était passé de 3 jours en médian à 2 jours. Tout ceci, et on va le revoir sur la diade après. Ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive à faire décaler le jour de la sortie, regardez, donc vers une sortie avant J2. Donc avant J2, après la RAC, pardon, on a 3/4 des patients qui sortent avant J2, et c'est là qu'on comprend que la réhabilitation améliorée, c'est peut-être un peu la première étape quand on veut aller vers de l'ambulatoire. Alors, ces programmes qui sont classiquement des programmes un peu modernes et un peu qui pourraient avoir l'air d'être plus légers, font un peu peur au début quand on veut les proposer à des personnes âgées ou fragiles. Donc on s'est posé la question et on a travaillé là-dessus aussi sur une cohorte de patients dont certains avaient plus de 70 ans. Avec donc des populations comparables, sauf sur le type de cancer, parce qu'évidemment, on avait plus de cancer de l'endomètre chez les patients âgés et plus de col chez les patients jeunes. Et on retrouve qu'on n'a aucune différence en morbidité, per ou post-opératoire, en taux de réadmission chez les patients de moins ou de plus de 70 ans. Donc évidemment, la RAC, c'est tout à fait adapté aux personnes âgées, c'est peut-être même elles qui vont le plus en bénéficier, puisqu'elles sont fragiles. On s'est intéressé à qu'est-ce qui, dans cette population, entraînait un risque de rester plus de 2 jours à l'hôpital. Et bien, vous voyez, c'est pas l'âge. L'âge n'est pas ressorti de façon significative. Ce qui est ressorti, c'est l'état général avec le score ASA, le fait de faire des procédures combinées, donc plusieurs gestes, et évidemment la voie d'abord, donc en faveur de la chirurgie mini-invasive. Donc, pardon. La réhabilitation améliorée, c'est la phase périopératoire. La préhabilitation, c'est tout ce qu'on va pouvoir proposer au malade, du diagnostic jusqu'à sa chirurgie. Et dans le cadre de la prise en charge de cancer, on a la chance, entre guillemets, d'avoir parfois du temps, puisqu'on a parfois des traitements adjuvants qui vont nous donner plusieurs semaines pour préparer le malade à la chirurgie. Donc, combien de temps ? Idéalement, un programme de préhabilitation, on aimerait avoir 4 à 8 semaines. Donc, il faut le lancer dès le diagnostic. C'est quelque chose qu'il faut avoir en tête à la consultation d'annonce, aussi bien chirurgicale qu'anesthésique. Et on n'aura pas toujours 4 à 8 semaines, mais même si on n'a que 15 jours, ça vaut toujours le coup de mettre en place certaines mesures. Mais je crois qu'on va en reparler après, c'est quelque chose qui demande beaucoup de coordination entre différentes équipes. Et la préhabilitation, globalement, il y a 4 grands axes. Il y a un axe médical, donc évaluation médicale, on va en reparler, équilibrage des traitements, correction des éventuelles intoxications, et, correction d'une éventuelle anémie, et là le PBM a sa place, et prise en charge du risque cognitif. Une partie évaluation physique et préparation physique à la chirurgie, une partie psychologique et une partie nutritionnelle. Juste un petit mot, ce n'est pas l'objet, mais c'est intéressant de rappeler qu'à chaque étape d'une préhabilitation, on peut s'appuyer maintenant sur l'utilisation d'objets connectés qui sont très intéressants dans cette période où les malades sont souvent hors les murs, comme on dit, c'est-à-dire qu'ils sont souvent chez eux, où ils viennent juste pour le temps d'une chimiothérapie, et garder un lien avec eux pour les préparer à la chirurgie avec ces objets peut être rassurant pour eux, intéressant pour nous. Alors on a le pilulier connecté quand on veut équilibrer certains traitements, on a le podomètre quand on est dans le cas d'une préparation physique, évidemment les balances connectées pour l'assistance nutritionnelle, et puis tout ce que les smartphones et les nouvelles applis peuvent nous proposer aussi comme coaching à distance. Donc on va d'abord parler d'évaluation physique.
avec donc un état physique qui, on le sait, conditionne le risque post-opératoire. Donc sur cette étude qui, encore une fois, était dans le domaine de la chirurgie colorectale, on voit que le risque de décès était multiplié par 6,8 chez les patientes qui avaient une VO2 lactique basse avant l'intervention. Donc l'état physique préopératoire va conditionner les suites opératoires, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut impacter positivement sur cet état physique préopératoire grâce à la préhabilitation et notamment grâce à des exercices physiques. Donc une autre étude un peu ancienne déjà de 2015 qui a montré que chez les patients à qui on proposait entre le traitement néoadjuvant et la chirurgie, alors vous voyez, on avait de longues semaines quand même, on avait le temps dans cette étude. Donc chez les patients à qui on proposait un programme d'exercice physique, on avait une VO2 max qui était bien nettement meilleure au temps de la chirurgie par rapport au bras contrôle chez les patients qui avaient une préparation classique. Encore une méta-analyse sur ce domaine-là qui évalue l'impact de la préparation physique, donc des exercices physiques sur les suites post-opératoires. Donc on voit un effet bénéfique notable, significatif sur la morbidité post-op, sur les complications pulmonaires. Donc probablement qu'on améliore la compliance pulmonaire grâce à ces exercices, sans effet, en tout cas sur cette méta-analyse, sur la durée de séjour. Parlons maintenant d'évaluation nutritionnelle. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire entre le diagnostic et la chirurgie pour permettre à nos malades d'arriver dans un état nutritionnel correct lors de la chirurgie? Donc déjà, premier message, on est tous concernés. Dans le domaine de la cancérologie, la bonne majorité des patients, et quel que soit l'organe en cause, va arriver dénutri au temps de la chirurgie. Évidemment, vous le voyez de façon plus notable quand il s'agit de cancers qui intéressent la sphère digestive. Mais en tout cas, en gynéco, nous, on n'y échappe pas. On a 40% de nos malades qui sont dénutris. Donc un petit message concernant le diagnostic de la dénutrition. Donc l'HAS en 2020 a proposé une fiche dénutrition et rappelle que le diagnostic c'est exclusivement clinique. On n'a pas besoin de critères biologiques forcément et il repose sur l'association d'un critère phénotypique et d'un critère étiologique. Donc voilà, je vous rappelle les critères. Ça va être l'IMC et la perte de poids en gros et les variations nous permettent de classer le malade en dénutri modéré ou dénutri sévère. Et on y associe des critères étiologiques. Donc ça va être une réduction de la prise alimentaire évidemment ou une bonne prise alimentaire mais avec une pathologie qui perturbe l'absorption. Et enfin, et c'est ce qui nous intéresse en onco, les situations d'agression et toute pathologie maligne évolutive est une situation d'hypercatabolisme. Donc tous nos malades auront déjà un critère étiologique qui les met à risque d'être dénutris. L'albuminémie, ce n'est pas un critère diagnostique, mais c'est un critère qui nous permet de classer la sévérité de la dénutrition. Et un petit message qui date de 2007, c'est qu'à partir de 70 ans, on n'a même pas besoin du critère étiologique. Un seul critère phénotypique nous permettra de classer un malade comme dénutri. Donc on peut utiliser en consultation cette échelle qui est très simple, le GN, grade nutritionnel, qui classe le malade en 4 catégories, chaque catégorie ayant un impact thérapeutique qui s'ensuit. Et vous voyez que quand on parle de chirurgie oncologique, on ne peut pas avoir de patients GN1. Ils vont être forcément GN2 ou GN4 parce que la chirurgie à risque les classe déjà en malades à risque. Donc soit ils ont une dénutrition clinique et une chirurgie à risque, et c'est des groupes nutritionnels 4, soit ils ne sont pas dénutris, mais le fait de partir vers une chirurgie oncologique les classe en GN2. Quel impact ça a en termes de thérapeutique? C'est assez notable parce que les GN2, donc potentiellement tous nos malades en chirurgie carcinologique, doivent bénéficier d'une immunonutrition préopératoire. C'est assez simple, c'est l'oral impact, c'est 5 à 7 jours avant la chirurgie, donc on a toujours le temps de le faire, sous réserve d'y avoir pensé lors de la consultation, et 3 briquettes par jour. A contrario, les malades qui seront classés GN4, donc qui partent sur une chirurgie à risque et qui ont un critère de dénutrition, eux doivent bénéficier d'une assistance nutritionnelle pendant 10 à 14 jours en plus de cette immunothérapie. Donc cette assistance nutritionnelle, elle peut aller, jusqu'à une nutrition entérale ou parentérale, et ça nécessite une coordination préopératoire importante avec les services diététiques, avec les anesthésistes, avec un éventuel hôpital de jour pour poser la sonde, etc. 10 à 14 jours, on les a toujours, donc il faut s'astreindre à diagnostiquer cette dénutrition, donc à déterminer ce score GN en préopératoire et à lancer assez rapidement le processus pour permettre aux malades d'arriver renutris autant que faire se peut au jour de l'intervention. Enfin, alors je passerai sur l'évaluation psychologique parce que je crois que c'est pas notre sujet, qu'on n'a pas un temps fou, mais on peut en reparler au temps des questions. L'évaluation médicale, donc on va essayer de permettre à nos malades de corriger tous les déséquilibres de leur traitement. Essentiellement, ça va être le diabète, corriger un déséquilibre sur un traitement diabétique, de se sevrer autant que possible de leurs addictions, et puis surtout
de dépister et de corriger leur anémie préopératoire. Pourquoi l'anémie préopératoire, c'est un facteur qui nous intéresse? Parce qu'il a été très bien montré dans tout un tas d'études que c'est un facteur de risque indépendant de tout autre facteur en termes de mortalité et de morbidité post-opératoire. Ça augmente le nombre de transfusions, ça augmente le risque d'infection, le risque d'atteinte rénale. Bon, la durée de séjour, mais c'est pas tellement un problème ça. Et puis surtout, in fine, ça augmente le risque de décès post-opératoire. Donc pourquoi proposer une stratégie de PBM à nos malades en chirurgie oncologique? Alors pour ce qui nous intéresse, vous voyez, on a quand même 24% des malades qui vont être anémiés en préopératoire, c'est 40% dans l'ensemble des patients qui vont bénéficier d'une chirurgie. Donc c'est un effort, ça demande une coordination, mais c'est un effort qu'on va faire pour quasiment un quart de nos malades, donc évidemment ça vaut le coup. En quoi ça consiste, le patient blood management? Donc je ne vais pas trop déflorer le sujet de Benoît, mais juste vous dire que c'est en gros 3 grands axes. Et dans chaque axe, on aura des mesures pré, des mesures per et des mesures post-opératoires. Le premier axe, c'est d'optimiser les réserves de sang du patient. Donc ça va être essentiellement détecter et traiter une anémie préopératoire. Et puis il y aura des choses à faire aussi en per et en post-op. Le deuxième axe, c'est la réduction des pertes sanguines. Donc là il y aura des mesures per-opératoires importante, une coordination chirurgien-anesthésiste importante, et puis enfin d'optimiser la tolérance à l'anémie qui potentiellement arrivera tout de même. Le but étant aussi, in fine, de permettre aux malades de reprendre un traitement éventuel adjuvant qui pourrait être indiqué, c'est souvent le cas dans nos pathologies, donc une chimiothérapie dans un délai de 4 à 6 semaines après la chirurgie avec une hémoglobine correcte, en tout cas permettant de ne pas décaler ce traitement. Donc, quelles sont nos difficultés qu'on rencontre quand on parle de PBM et de cancer? Alors là, je ne fais que les citer parce que je sais que Benoît va les aborder mieux. Donc déjà, une difficulté diagnostique parce que l'anémie inflammatoire, l'anémie dans le domaine de l'oncologie, elle est souvent mixte. Elle est souvent inflammatoire et le bilan martial peut ne pas suffire. Et là, Benoît vous le redira, mais le dosage de l'hepcidine peut être intéressant. Et puis, certaines réserves qu'on a, alors peut-être qu'on a tort, peut-être qu'il y a des nouvelles données qui nous permettent de lever ces réserves, on va le revoir aussi, mais sur les médicaments qui nous permettent une épargne transfusionnelle. Donc le PO, c'est un facteur de croissance, est-ce qu'on peut l'utiliser dans le domaine de l'oncologie? À voir. Le Cell Saver, que nous, en tout cas à Marseille, on est très frileux à utiliser, mais manifestement, on va en reparler aussi. On a de nouvelles données qui nous permettraient de l'utiliser. Et puis l'hexacil, qui est une molécule très intéressante, mais potentiellement un peu thrombotique, donc qu'on utilise avec parcimonie. Et puis surtout, le PBM, c'est des difficultés liées à l'organisation parce que d'abord, il faut déterminer qui et quand, qui c'est qui en fait le diagnostic, qui c'est qui prescrit ce bilan, qui c'est qui récupère les résultats du bilan surtout. Et puis quand on a effectivement un bilan martial qui nécessite une prise en charge thérapeutique, comment ça se passe? Est-ce qu'on a le temps avant la chirurgie? Et puis on a souvent des contraintes géographiques. En tout cas à Marseille, on a des malades qui viennent de tout PACA, qui viennent parfois de Corse, qui sont pas très mobiles. Est-ce qu'on les fait venir juste pour une perfusion de fer? Est-ce qu'on travaille avec l'HAD? Et nous, c'est un choix qu'on a fait de s'associer avec des HAD pour permettre à leurs malades d'avoir leur traitement à domicile. Donc, pour faire un peu le bilan, la préhabilitation minimum, un bilan de préhabilitation minimum, il doit comporter une estimation de la VO2 max. Il doit comporter de façon très simple une estimation du BMI et de la variation de poids sur 6 mois. Rechercher des facteurs de dénutrition. Au niveau biologique, tous les malades qui vont vers une chirurgie lourde, enfin une chirurgie oncologique du moins, doivent avoir un dosage de l'albumine, une numération et en cas d'hémoglobine basse, un bilan martial. Et j'en ai pas parlé parce que c'était pas le sujet, mais dans le cadre du dépistage de la sarcopénie, nous, on propose à tous nos malades un scanner avec une coupe en L3 pour évaluer la sarcopénie. Quelques perspectives dans ce domaine, il y en a des très intéressantes actuellement. Donc déjà dans le cadre de l'article 51, il y a un projet expérimental qui est lancé et qui va concerner 20 centres, qui concernera donc la place du PBM et de façon plus générale l'implémentation de la préhabilitation dans le cadre de chirurgie orthopédique, cardiologique, et puis pour ce qui nous concerne, gynéco et dans le cancer de l'ovaire. Les résultats seront disponibles dans 2 ans. Le but étant de réduire le nombre de transfusions, mais surtout d'améliorer la qualité des soins. On peut aussi évoquer l'étude Carenfer PBM, qui est donc menée par Vifor Pharma, dont les données seront disponibles dans quelques mois, je crois, si j'ai bien compris, et dont l'objectif est de faire une étude de prévalence sur la carence martiale chez les patients ayant une chirurgie programmée.
Citons aussi cette initiative, donc à l'initiative de l'ASFAR et du CNAO, qui a saisi l'HAS pour demander l'établissement d'une fiche de bonne pratique sur la gestion du capital sanguin en pré-opératoire en post-opératoire. Je crois que les résultats sont prévus pour juin 2022. Ils sont en cours et dont les objectifs sont donc de chercher des alternatives à la transfusion, d'utiliser de façon raisonnée le sang et surtout toujours d'améliorer la qualité des soins. Quand on regarde sur Clinical Trial, tous les essais qui ont trait à la préhabilitation, à la réhabilitation de manière générale, on en voit beaucoup. Et je vais me permettre de citer un essai de Marseille mené par Eric Lambaudy qui va démarrer bientôt, qui s'appelle Training, et qui est donc un essai qui sera multicentrique et qui va randomiser dans le cadre de la chirurgie de l'ovaire, chez des patients qui ont un temps néoadjuvant. Il faut qu'on ait une chimiothérapie néoadjuvante pour avoir quelques semaines pour préparer les malades, qui va comparer donc, un bras standard avec une préparation normale à la chirurgie et un bras préhabilitation qui va reposer sur l'utilisation d'objets connectés, de tutoriels de sport et donc avec intervention de nos équipes de coaching sportif. Et donc, il va comparer ces deux bras. Et l'objectif étant l'état fonctionnel au moment de la chirurgie, qui aura lieu donc quelques semaines après la chimiothérapie. Et je vous remercie. Je vais passer la parole à Benoît.